Les affaires, en quelque sorte, c'est un virus. Est-ce qu'on a le sentiment d'être vacciné un peu? Oui, c'est un virus. Je crois les affaires. Il faut être vacciné, il faut être fait pour ça. Mais l'attrait des affaires, c'est quoi? Bien, l'attrait, par exemple, dans mon métier, l'attrait des affaires, c'est un peu créer, faire quelque chose d'autre, toujours nouveau. On est attiré, moi je suis attiré par les affaires. Je ne peux pas rester, je pourrais jamais rester 2 mois en vacances en pensant à rien qu'au soleil ou à la nature. Je suis attiré par les affaires. Les affaires vous attirent, vous donnent contact avec le monde. Et c'est peut-être ça, ce virus. Pour faire des affaires, il faut être plusieurs. On a un contact avec une masse de gens. Cet homme qui a le virus des affaires et soif de contact, c'est André Filippini, un entrepreneur à succès qui a bâti un empire en Valais en profitant de la croissance que connaît le canton au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1972, André Filippini répond aux questions de Jean-Pierre Goretta dans un reportage intitulé « Un homme du boom ». Dans cette émission, on découvre les multiples facettes d'André Filippini, tour à tour chef d'entreprise paternaliste, promoteur ambitieux, propriétaire d'hôtels, de vignes et accessoirement président du FC Sion. Oui, le club de football. Il incarne l'archétype de la réussite. Pourtant, 5 ans plus tard, la vie d'André Filippini va basculer et l'homme du boom, le magnat des affaires, se retrouvera à terre. C'est ce destin singulier, révélateur des travers de son époque et de son canton, que je vais vous raconter dans ce nouvel épisode de 1001 archives. L'histoire d'André Filippini tient un peu du rêve américain à la sauce sédunoise. C'est le fils d'un émigré italien qui a quitté à 13 ans son pays natal à la recherche d'une vie meilleure. Mais il ne part pas tout à fait de nulle part. Son père, Jean, a su se faire une situation à Sion où il s'est établi en 1922. Marié à la fille d'un boulanger haut-valaisan, Jean est à la tête d'une entreprise de construction, petite mais prospère, qui assure à sa famille une existence douce et insouciante. André fait des études techniques et effectue en parallèle un apprentissage de maçon. À son entrée dans la vie active, en 1945, il travaille quelque temps dans l'entreprise familiale, mais rapidement, il quitte Sion pour Lausanne, où il est embauché par un ami de son père. À Lausanne, le jeune André travaille beaucoup et fait ses armes sur des chantiers parfois complexes. Dans son temps libre, il fréquente des amis sédunois expatriés comme lui dans la capitale vaudoise. Les jeunes hommes vont volontiers manger au Palace, établissement 5 étoiles dirigé par un Valaisan. Mais ce sont surtout les loisirs sportifs qui attirent Filippini, aussi bien en spectateur qu'en amateur. Escrime, football, curling, ski, bob, cyclisme ou encore course automobile, André est un féru de compétition et de dépassement de soi. Matchs de foot à Évian, randonnées à ski à Megève ou tournois de curling à Paris sont autant d'occasions de virer entre copains au volant de sa MG décapotable, cadeau de son père. À la fin des années 1940, André Filippini participe à plusieurs compétitions de bob. Son physique imposant est un avantage dans ce sport où il rencontre quelques succès. En 1952, il fait même partie des sportifs qui représentent la Suisse aux Jeux Olympiques d'Oslo. Sa discipline, le bob à 4. Suisse 1, menée par Feyerabend, démarre pour la dernière manche. Sur une pareille piste, le poids joue un rôle aussi important que la virtuosité des bobeurs. La médaille d'or, tant convoitée, échappera à notre équipe. L'Allemand Ostler, qui a sélectionné les poids lourds de ces 2 équipes, s'élance favorisé par la loi de la pesanteur autant que par la précision de son pilotage vers une victoire certaine. Également avantagés par le poids, les Américains ne manquent pas de technique et, malgré la neige qui tombe d'abondance, emportent la médaille d'argent au-delà des océans. La médaille d'or revient à l'Allemagne, la médaille de bronze à la Suisse. André Filippini et ses coéquipiers reviennent donc de Norvège avec une médaille de bronze, sauvant l'honneur des athlètes suisses qui ont dans l'ensemble raté leur jeu. Les activités sportives du jeune André ne l'empêchent pas de soigner sa carrière professionnelle. À 25 ans, il travaille à l'obtention d'une maîtrise fédérale d'entrepreneur. Il est encouragé par une riche veuve américaine rencontrée à Lausanne.
C'est ce qu'il raconte en décembre 2006 sur Espace 2, au micro de Jean-Marc Falcon-Bello et Franck Matter. J'ai décidé de faire l'examen d'entrepreneur quand j'étais à Lausanne. Mais c'est arrivé un peu drôlement. Quand j'étais à Lausanne, j'ai rencontré une jeune veuve de guerre américaine au Palace à Lausanne. On est devenus des amis formidables. Et juste des amis? Et cette fille-là, pardon. Juste des amis ou c'était une passion? Moi, j'ai fait toutes mes choses avec passion. Si vous voulez savoir. Si vous voulez savoir. C'est une belle réponse. Et elle voulait que je saute l'échelon en dessus. Elle me disait toujours, André, toi tu dois être en dessus, tu dois être dans les premiers, tu dois être un grand entrepreneur, tu dois... Elle vous voyait grand? Oui, je viens grand, si vous voulez, dans toutes les formes de ma taille déjà, je suis grand. Mais elle avait raison. Elle me faisait travailler le soir, préparer mes examens, et tout ça, tout ce qui était théorique et toutes ces choses-là. C'est avec elle que j'ai travaillé le soir. Je lui dois beaucoup. Poussé par son amie américaine, André devient le plus jeune entrepreneur de Suisse à l'âge de 26 ans. Diplôme en poche, il retourne dans son Valais natal pour s'associer à son père au sein de l'entreprise de construction Filippini et Fils. Mais le jeune André voit plus grand que son paternel. Il souhaite se diversifier en se lançant également dans le génie civil. Sur le plan personnel, André ambitionne de fonder sa propre famille. À la veille de la trentaine, en 1952, il se marie avec Christiane, la fille de son ancien employeur lausannois. Elle donne naissance à leur premier enfant en 1954. Au début des années 1950, le Valais est en plein développement de ses infrastructures. Routes d'accès, barrages, tunnels, les projets fleurissent dans les vallées alpines. Autant d'opportunités pour des chantiers d'envergure auxquels le jeune entrepreneur Filippini compte bien participer. En 1953, il crée l'entreprise Savro pour Société anonyme valaisanne des routes, spécialisée dans le revêtement bitumineux. L'entreprise connaît un essor rapide. D'une petite dizaine d'employés au départ, Savro passe à plusieurs centaines de collaborateurs en quelques années. Filippini crée en parallèle plusieurs sociétés soutenues par les banques qui prêtent sans retenue à ce dynamique entrepreneur à qui tout semble réussir. L'empire Filippini prend forme. Il crée une société d'importation de matériel de construction, une fabrique de plâtre à Granges, puis acquiert une gravière à Ardon. L'empire s'étend aussi hors du canton lorsque Filippini rachète l'entreprise de son beau-père à Lausanne. Les années 1960 sont des années fastes pour André Filippini. Le béton de Savro coule à flot, que ce soit sur l'autoroute de contournement de Lausanne, pour la construction de la piste de l'Ours à Vaisonna ou de la résidence du Golfe à Crans-Montana. Il faut dire qu'au cours des années 1960, le Valais entre dans une phase de développement effrénée. Des deux côtés de la plaine du Rhône, on voit surgir des villes sur les cimes autrefois couvertes de forêts et de pâturages. Crans-Montana, Verbier, mais aussi Haute-Nunda ou Anzère sont autant de terrains de jeu pour des promoteurs toujours plus nombreux et toujours plus ambitieux, comme en témoigne ce documentaire de 1971. Le nombre de sociétés immobilières est tel à Montana-Crans que ceux qui désirent créer de nouvelles sociétés ne parviennent plus à trouver des noms originaux. Ils sont contraints de recourir à des chiffres dont les combinaisons sont heureusement illimitées. En hiver, la station se transforme en temple du spectacle où règne l'ambiance de kermesse et de bals costumés. De bar en nightclub, c'est le culte de la vie facile. On comprend dès lors que les jeunes se sentent plus particulièrement des vocations d'agents immobiliers. Selon certaines personnes bien informées, durant les 20 années qui ont suivi la fin de la guerre, Montana-Crans a produit 4 universitaires, mais 30 agents immobiliers. C'est à Crans-Montana justement que la famille Filippini passe ses vacances d'hiver dans leur appartement de la résidence du Golfe. André y côtoie les membres de la jet-set qui s'y pressent alors pour skier, se montrer ou encore jouer au curling, comme Lino Ventura, que Filippini considère comme un ami. Crans-sur-Sierre, il y a quelques 3 jours, sur la patinoire, rencontre du gorille qui jouait au curling.
Le gorille, celui que les caméras du cinéma ont ainsi baptisé, c'est Lino Ventura, qui passait ses vacances sur la glace. Pour notre caméra TV, il était un monsieur, fervent curler, s'entraînant pour une coupe disputée dimanche. Le lancer de la pierre repose le gorille sans jamais le rendre nerveux. Les gens qui croient que le curling est un jeu des bêtes, ils n'ont qu'à voir jouer un jour les champions du monde, c'est-à-dire les Écossais ou les Canadiens, et ils verront ce qu'est du grand curling, et je crois qu'ils seront passionnés. C'est un jeu qui comporte avant tout un esprit d'équipe extraordinaire, sinon ce n'est pas possible de gagner. À Cran, Filippini aime aussi s'afficher aux côtés de Bourvil ou Michel Morgan. Affaires florissantes, relations dans le beau monde, André Filippini est un homme comblé et envié. Il est aussi un symbole de ce Valais autrefois arriéré qui, au cours des dernières décennies, est entré de plein pied dans la modernité grâce au développement du tourisme et de la construction. Le documentaire que la télévision suisse romande lui consacre en 1972 dresse le portrait d'un homme qui a réussi, qui a su saisir toutes les opportunités qui s'offraient à lui. Dans ce Valais de la course au développement, l'homme avisé a pu trouver dans tous les secteurs de l'économie matière à développer ses aptitudes. Dans ce domaine, André Filippini cumule. Il possède son entreprise de génie civil, son entreprise de bâtiment, son bureau d'architecte et de promotion, ses ingénieurs en ponts et chaussées, ses vignes, son restaurant, son hôtel, et j'en oublie sans doute. On découvre dans ce reportage les différentes facettes de l'empire Filippini. Mais c'est aussi une opération de relations publiques pour l'entrepreneur qui déroule sa légende de l'homme parti de rien, le fils d'immigrés qui s'est hissé au sommet. Sur les lieux de l'entreprise de son père, il se présente comme un patron proche du terrain et évoque avec nostalgie ses années d'enfance et d'apprentissage au milieu des ouvriers italiens. Au fond, vous, c'est ici que vous avez pris contact avec le métier? Eh bien, c'est ici, oui, mes premières armes. J'ai grandi ici dans ce quartier, je voyais les ouvriers ici arriver tous les matins, partir ou arriver le soir. J'ai vécu dans cette ambiance d'hommes, de ces maçons, toute ma jeunesse ici. Vous aimiez cette ambiance? Eh bien, j'ai beaucoup aimé, oui. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai toujours bon souvenir de tous ces ouvriers. À l'époque, il y avait, pour ainsi dire, que presque des Italiens à l'époque, cette entreprise. Et cette ambiance, ces gens qui chantaient après le travail, toujours gais, toujours gentils, ça m'a marqué. Ça m'a toujours laissé un souvenir formidable. Vous savez ce que c'est que faire 10 heures par jour? Vous savez ce que c'est que faire une fouille? À l'époque, on faisait 10h30 par jour. Je sais ce que c'était dans le pic-et-pelle, j'ai fait toute la lignée. J'ai commencé vraiment par le botch. Ensuite, il m'a fait faire l'apprentissage de maçon entre mes vacances. Je faisais mes cours professionnels entre deux et j'ai fait mon examen de maçon. Vous avez une formation complète? Alors, j'ai la formation complète, oui. Arrivé à l'aube de ses 50 ans, André Filippini ne mouille plus la chemise 10 heures par jour. Il est désormais à la tête d'une entreprise florissante qui compte 900 employés. C'est en Porsche ou, à la rigueur, en Mercedes qu'il se rend désormais sur les chantiers où il vient donner ses conseils et surveiller le travail de ses hommes. Le reste du temps, il soigne ses relations à sa manière. Je ne fais pas de politique active, proprement dit. J'ai mon métier qui me prend énormément de temps. Je suis conseiller bourgeoisial, qui au fond une espèce de conseil d'administration pour le bien de la bourgeoisie de Sion, c'est tout. Mais qui est très peu politique. C'est nécessaire d'avoir des relations politiques. Parce que les grandes choses sont toutes basées, au fond, sur la politique, sur les relations que nous avons. Ça aide énormément. Et oui, les relations, ça compte énormément, et en Valais, certainement plus encore que dans d'autres cantons. André Filippini ne fait pas de politique, mais il a de bons amis politiciens, dont le conseiller fédéral valaisan, Roger Bonvin. Alors président de la Confédération, Roger Bonvin signe la préface de la plaquette des 20 ans de Savreau, dans laquelle il ne tarit pas d'éloges sur l'entreprise et son fondateur. C'est grâce à ses liens privilégiés avec Bonvin que Filippini a l'honneur de recevoir le Conseil fédéral in corpore dans son domaine de Plan-Cerisier au-dessus de Martigny, un soir d'août 1973. Fait totalement inhabituel, c'est chez un particulier que les 7 sages prennent le repas du soir à l'occasion de leur traditionnelle course d'école annuelle.
Bien que le Carnotzet, sis au milieu des vignes, offre un cadre des plus charmants, certains invités se sentent un peu gênés de servir ainsi de carte de visite à un entrepreneur privé. Le conflit d'intérêts est parfois proche. Le soutien actif de Bonvin l'amènera ainsi à siéger au conseil d'administration de Savreau aux côtés du préfet de Sion, Maurice Dalève. Ces relations, André Filippini les soigne aussi de manière plus discrète, loin de la presse et des caméras de télévision, dans la maison familiale de Gozzano, sur les rives du lac d'Orta. Filippini y organise des fêtes somptueuses, agrémentées, dit-on, par la présence de belles Italiennes. Une autre occasion de soigner ses relations se présente à l'automne 1971, lorsque Filippini reprend la présidence du FC Sion, alors en difficulté dans le championnat. Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, le club se donne les moyens de rebondir. Le 2 octobre 1971, devant les caméras de la télévision suisse romande, le nouveau président Filippini encourage ses joueurs dans les vestiaires du stade de Tourbillon. Bonsoir tout le monde. Mes chers amis, ce soir, ce n'est pas seulement votre président qui vous parle. Ce soir, c'est votre père, le père de FC Sion. Je vous parle en père et je vous demande, comme si vous étiez mes enfants, de faire tout ce qu'il faut pour être digne de cette grande famille, cette famille que nous FC Sion. Je sais que depuis que je suis avec vous, vous avez fait un effort fantastique et vous l'avez prouvé. Nous avons tous nos supporters et tout le public valaisan et même suisse qui vous suit de près et vous félicite. Ce soir, je veux... Vous allez dire, vous êtes un drôle de père, vous exigez, oui, j'exige. Comme jamais, ce soir, nous sommes à un tournant du championnat. Ce soir, il nous faut absolument faire un grand match. Pas seulement pour notre public, mais pour le classement, parce que nous sommes à un tournant décisif et dangereux pour notre club. Vous savez la confiance qu'a votre comité, que les supporters ont pour vous, et je crois, et je suis certain pouvoir compter, comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant, de votre volonté et votre désir de vaincre ce soir. Ce soir-là, Sion gagne 3-1 face au FC Saint-Gall, mettant ainsi fin à une série de 13 matchs sans victoire. En 1974, toujours sous la présidence de Filippini, Sion remporte la Coupe suisse pour la 2e fois de son histoire. Malgré les réussites professionnelles et sportives, malgré les amis haut placés, malgré les belles voitures et les résidences secondaires, Filippini se défend d'aimer le pouvoir ou l'argent. Écoutons-le exposer en 1972 sa vision d'un entrepreneuriat soucieux du bien-être des collaborateurs et son désir de voir évoluer Savreau vers une sorte de coopérative. Il y aura 2 catégories d'entreprises, à mon avis, qui vont subsister. Il y a l'entreprise qui appartiendra à des groupes financiers, aux banques, à qui ce seront des immenses sociétés anonymes. La base n'est que l'argent, à la tête quelques ingénieurs, quelques directeurs, qui n'auront pas le contact, comme je l'ai actuellement encore dans mon entreprise. Et je crois que ça, c'est pour l'homme vis-à-vis de l'ouvrier, ce n'est pas très bien, pas bon. Parce que l'homme sent qu'il est un numéro, sent que c'est un devoir, c'est presque un grand mot, je vais dire, mais ça devient presque de nouveau un esclave du travail ou du marché. Et de l'autre côté, moi je suis partisan, pour le moment je suis indépendant complètement. Ma société m'appartient complètement. Je n'ai jamais voulu être mangé par qui que ce soit ou faire des associations avec les grands groupes financiers. Mais je vois plus loin. Certainement, l'avenir d'une entreprise comme la mienne finira par l'intérêt général des collaborateurs directs et des machinistes, des spécialistes de l'entreprise. C'est-à-dire, certainement, ça va finir par une espèce de coopérative. Je vais intéresser ce personnel. Dans l'immédiat, l'entrepreneur Filippini cherche surtout à stabiliser son entreprise. Après des années de croissance effrénée, les grands travaux se font plus rares et la concurrence plus rude. Pourtant, pas question de revoir ses ambitions à la baisse. Comme il l'explique dans Un homme du boom, il faut trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux relais de croissance. Je suis vraiment la victime d'une entreprise. Au début, je pensais avoir une entreprise tout à fait petite, même petite moyenne, et actuellement, nous arrivons dans le clan des grandes entreprises. Est-ce que vous estimez que stabiliser une entreprise, c'est reculer? Dans l'état où nous sommes, oui. Je ne peux plus faire un pas en arrière. Je suis obligé peut-être de rester, j'essaie de stabiliser
où nous sommes, mais il est très difficile de réduire quoi que ce soit dans l'entreprise. C'est essentiel pour une maison comme la vôtre d'avoir des chantiers à l'étranger? Eh bien, je crois que c'est bien nécessaire vu la conjoncture que nous traversons. Il faut pouvoir travailler à l'étranger, justement, pour garder certains cadres et certains volumes d'affaires dans une entreprise comme la mienne. L'étranger, c'est d'abord le canton de Vaud, où Savreau assume plusieurs chantiers d'envergure. Mais Filippini vise également plus loin. L'Iran, par exemple, après qu'une princesse iranienne l'a incité à investir dans son pays. Et puis Filippini a pris goût au voyage et aux réceptions à l'étranger en participant à la tournée promotionnelle de la candidature de Sion pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1976. Pour faciliter son expansion à l'international, Filippini crée une société d'import-export avec un associé iranien et un officier de police suisse, Maurice Pasquinoli, dont nous aurons à reparler. Puis il crée la société Savreau International, qui investit plusieurs millions de francs en Iran, sans réellement réussir à se lancer dans des réalisations concrètes. En 1976, c'est sur le Maroc que Filippini jette son dévolu. Il y fonde une nouvelle société qui décroche des mandats pour la construction de plusieurs hôtels. Grâce à son fort ancrage local et son nouvel essor international, l'empire Filippini paraît solide. Pourtant, au milieu des années 1970, le vent commence à tourner pour l'entrepreneur à succès. C'est en tant que président du FC Sion qu'il connaît ses premiers tracas à la suite du transfert d'Umberto Barberis. Le talentueux joueur avait été promis à Grasshopper, mais a finalement été vendu au Servette FC. Le club zurichois dépose plainte au comité de la Ligue nationale qui sanctionne le club sédunois d'une amende de 20 000 francs, assortie du boycott de son président. Le FC Sion conteste, la peine est réduite en juillet 1977, mais les jours de Filippini à la tête du FC Sion semblent compter. Surtout que sa gestion commence à être contestée. Et c'est justement durant l'été 1977 que tout va basculer pour l'homme du boom. Le 18 août, un communiqué laconique du Conseil d'État annonce qu'une enquête administrative est en cours à la suite d'irrégularités constatées au service de l'entretien des routes. 2 jours plus tard, le Nouvelliste est en mesure d'affirmer qu'il s'agit d'une affaire de détournement de fonds pour une somme d'environ 600 000 francs et que l'entreprise Savreau est pleinement impliquée. Il apparaît que des bons de commande du service de l'entretien des routes étaient réutilisés, permettant d'établir une seconde facture pour le compte de Savreau. Où allait l'argent ainsi détourné ? Mystère. Lorsque le scandale éclate, Filippini est en vacances à Gozzano, d'où il doit rentrer précipitamment pour répondre aux questions de la commission d'enquête. Très vite, le conseil d'administration de Savreau s'engage à rembourser l'intégralité de la somme soustraite à l'État. Quant à Filippini, il ne se fait pas trop de soucis. Il pense parvenir à étouffer l'affaire en rejetant la faute sur des subalternes. Il pense alors que personne ne songerait à venir l'ennuyer pour une histoire portant sur quelques centaines de milliers de francs. Il est bien trop puissant et a tellement de connexions. Et puis, il doit pouvoir compter sur ses amis pour se tirer d'affaire et contrer ses détracteurs. La réussite, ça amène beaucoup d'amis, j'imagine. Ça amène beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Je crois que c'est une chose qui est aussi nécessaire dans le milieu des affaires. Est-ce que ça mène autant d'ennemis que d'amis ? Oh, certainement. Oui. Oh, certainement. L'ennemi, c'est un grand mot, mais beaucoup de jaloux, certainement. Qu'est-ce qu'on a de la peine à vous pardonner ? Eh bien, on a peut-être la peine à pardonner parce que j'ai fait une réussite en étant relativement jeune. Et puis, pour certains, bien, je suis toujours un saisonnier. Les amis de Filippini feront-ils le poids cette fois-ci face à ses ennemis ? Après l'enquête administrative, c'est une enquête pénale qui est ouverte, placée sous la responsabilité du juge d'instruction André Franzé. Un quarantenaire qui s'est taillé une réputation d'incorruptible au cours de sa carrière et qui s'engage alors dans une enquête minutieuse. Mais il n'aura pas la tâche facile, car derrière l'affaire des bons utilisés à double, d'autres irrégularités sont constatées. Au fil de l'enquête, c'est tout un système de fraude et de tricherie qui se dévoile peu à peu. Surfacturation, tonnage maquillé,
Revêtements affinés, métrages truqués, adjudications douteuses. Les dérives concernent la plupart des services du département des travaux publics. Les mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas. C'est un donneur d'alerte qui a permis au Conseil d'État de découvrir l'affaire des bons. Écœuré par les méthodes de Savreau, un ex-employé s'en est ouvert au nouveau conseiller d'État haut-valaisan, Hans Weyer, en juin 1977. Weyer charge alors le chef de l'inspection des finances de se renseigner en toute discrétion. Mais les responsables de Savreau sont vite mis au parfum. Dans la première quinzaine d'août, 1820 kilos de documents quittent les bureaux de Savreau pour l'usine d'incinération d'Uvrier près de Sion, où ils sont directement détruits. Malgré ces précautions, il reste manifestement assez de preuves pour que le juge Franzé procède à une première arrestation. Le 28 août, un fondé de pouvoir de Savreau est placé en détention préventive. Situé ni trop haut ni trop bas dans la hiérarchie, disposant du droit de signature à deux, il apparaît comme le parfait bouc émissaire. Mais 2 jours plus tard, le 30 août, c'est la surprise. Eh bien oui, c'est un véritable coup de théâtre qui vient de se produire dans l'affaire du scandale financier de l'État avec l'arrestation du PDG de Savreau SA, M. André Filippini. Il faut cependant préciser qu'en Valais, c'est un des rares cantons où elle est encore en vigueur, la procédure est absolument secrète. Alors, ce qu'on sait de manière certaine, c'est que depuis hier, l'administrateur de Savreau SA a été mis en détention préventive et qu'aucune accusation officielle n'a encore été déposée contre lui. On sait d'autre part que l'escroquerie porte sur plus d'1 demi-million de francs qui ont été soustraits à l'État par l'entremise du service de l'entretien des routes sur la base de factures payées à double. C'est dire que l'opinion publique valaisanne a été totalement bouleversée par ce scandale. D'autant plus, ne l'oublions pas, qu'il s'agit ici de l'argent du contribuable qui a été détourné. Mais aussi, ce qui frappe, c'est la personnalité, le format d'André Filippini. André Filippini est une personnalité de premier plan dans le monde sportif et surtout dans la vie économique valaisanne. Il est très connu sur le plan suisse et également à l'étranger où son entreprise réalise de florissantes affaires. Alors qu'il est, l'enquête continue et grâce à la fermeté des enquêteurs, nul doute que d'autres têtes vont bientôt tomber à l'autre bout de la filière, c'est-à-dire du côté de l'État du Valais où l'on a contresigné les bons litigieux. La prédiction s'avère correcte, puisqu'après avoir procédé à l'arrestation de 2 autres employés de Savreau, le juge Franzé se tourne du côté des fonctionnaires du département des travaux publics. La double facturation n'a pas pu avoir lieu sans la complicité d'employés de l'État. Malgré le secret de l'instruction et le manque d'informations officielles qui en découlent, les mécanismes peu reluisants utilisés par Savreau pour entretenir des relations privilégiées avec les fonctionnaires valaisans font les choux gras de la presse. À partir de la dernière semaine d'août, Liliane Varone, correspondante en Valais pour la Tribune de Lausanne, enquête sur le terrain et publie quotidiennement des révélations dans son journal. C'est un véritable feuilleton qui s'engage, révélant la surfacturation de matériaux ou la destruction inopportune de documents. Liliane Varone expose aussi l'ingénieux commerce de Mercedes qui permet d'entretenir des liens amicaux avec plusieurs employés des travaux publics. Par l'intermédiaire d'un joueur allemand du FC Sion, Filippini fait venir d'Allemagne ou de Yougoslavie des voitures du constructeur allemand à prix très compétitif. Il en garde quelques-unes comme voitures de fonction et cède les autres à vil prix à des fonctionnaires ravis de la bonne affaire. D'autant plus que la générosité du patron de Savreau ne s'arrête pas là. Les fonctionnaires sont également invités à faire réviser leur véhicule gracieusement dans l'atelier de l'entreprise ou encore à faire le plein aux colonnes de Savreau où l'essence est particulièrement avantageuse. L'affaire passionne, les ventes de la Tribune de Lausanne explosent. Dans les bistrots de Sion, les blagues sur Savreau ont pris le relais des traditionnelles plaisanteries sur les fribourgeois ou les hauts-valaisans. Mais l'affaire suscite aussi de l'intérêt au-delà des frontières du canton, comme le montre cette chanson parodique de l'émission radiophonique Mardi les gars, où Michel Deneria n'hésite pas à comparer le Valais à la Sicile. Tout est pourri à Syracuse, tout est tenu par la mafia.
Et jusqu'à Catane, on accuse les hauts fonctionnaires de l'Etna, les entrepreneurs de Messine sont généreux du pot de vin. Là-bas sur leurs belles collines, on produit aussi du bon vin. Avec tous ces dessous de table, ça fait de jolis mobiliers. Tant pis pour le contribuable qui ne peut rendre son tablier. Un fonctionnaire à tête dure se soumet vite à son parrain quand il aperçoit la voiture qu'on lui fait venir de Turin. Et plus les poches se remplissent, et plus les bouches sont cousues, il n'y a guère que la police qui n'a rien vu, rien entendu. Quand un ancien dossier les gêne, ils font un joli feu de joie. On voit les flammes jusqu'à Gênes. Les cendres, ça ne parle pas. Ils sont nombreux, les serviteurs de l'État, à connaître des nuits agitées après l'arrestation de Filippini fin août. Car le juge Franzé ne lâche pas le morceau. Il saisit, convoque, interroge à tour de bras. Le 1er septembre, Liliane Varone constate que certains fonctionnaires troqueraient volontiers leur Mercedes pour un vélo. Le premier à tomber, le 12 septembre, est le chef du service de l'entretien des routes, Jean Vernet. Au service de l'État depuis près de 30 ans, ce cadre affirmait quelques semaines auparavant dans le Nouvelliste avoir la conscience parfaitement tranquille. Mais les nombreux comptes découverts à son nom dans plusieurs banques du canton tentent à démontrer qu'il est mouillé jusqu'au cou. C'est ensuite au tour du capitaine de gendarmerie Maurice Pasquinoli, chef de la circulation à la police cantonale, d'être suspendu, puis placé en détention. L'homme est très impliqué dans 2 sociétés commerciales créées par Filippini. Son principal fait d'armes est un juteux commerce de glissières de sécurité importées d'Italie pour le compte d'une société sœur de Savreau. Un commerce qui s'est fait sur fond de favoritisme. Tombent ensuite le chef du garage de l'entretien des routes, puis des surveillants de chantier au canton et à la ville de Sion. Un technicien et un ancien membre du conseil d'administration de Savreau sont également placés derrière les barreaux. Les bons utilisés à double n'étaient définitivement que le sommet de l'iceberg et l'analyse des relations entre Savreau et l'État ne cesse de soulever des lièvres. On se demande où s'arrêtera la purge. L'émission Telle Quelle du 27 septembre 1977 tente de comprendre comment une telle situation a pu se produire et interroge à ce propos 4 hommes de lettres valaisans. Le scandale valaisan était comme un immense 4000, un 4000 noir dont quelque chose est apparu maintenant, quelque chose qui embrasse tout l'État. Dans cette émission, l'écrivain Maurice Chapa offre un éclairage sans complaisance sur les maux dont souffre son canton. La première chose qu'on peut dire, d'une part, il y a eu la mutation d'une société paysanne qui s'est faite d'une façon déréglée. Les lois mises au rencard, on a pu exploiter d'une façon effrénée les ressources naturelles d'un pays. Et le Valais, je le souligne, était un morceau de choix, un morceau de roi pour tous les spéculateurs. Cette expansion qui a causé des déséquilibres partout en Suisse ne pouvait, du fait même du Valais, qu'en créer un encore plus fort et plus accentué. Ça, c'est peut-être le premier point de vue qu'on peut avoir.
Le second point de vue, c'est la situation particulière du Valais. Non seulement le Valais est un pays à part et séparé du reste de la Suisse, mais depuis 120 ans, un seul parti domine en Valais. Un parti qui accapare toutes les places, tous les emplois, avec une opposition en tout cas insuffisante dans ses buts et qui a songé peut-être trop souvent à partager des intérêts plutôt qu'à contrôler à tout prix le pouvoir. La preuve, les élections tacites qui étaient jouées d'avance. Voilà la situation politique, c'est ce qu'on appelle le régime. Et alors, dans ce régime, petit à petit, s'est infiltré un pouvoir parallèle. C'est ce que j'appellerais la mafia. On pouvait même penser à certains moments que l'État aurait pu fonctionner sans même les conseillers d'État en passant d'eux. Cette mafia a pris en main les administrations. Cette mafia a pu intéresser des personnages importants, des magistrats eux-mêmes, dans une espèce de partage des profits, privilèges, affaires familiales sur lesquelles les deniers de l'État peuvent se répercuter, conseil d'administration, nomination, etc. Petit à petit, on n'a plus su en Valais, et les journaux l'ont exprimé, et le peuple l'a constaté, et pas seulement moi, mais plusieurs personnes l'ont dit, on n'a plus su en Valais faire la frontière entre ce qui était légal et ce qui était illégal. Cette frontière tendait à s'effacer. On ne parlait plus que d'irrégularité et de tolérance. Alors, tout naturellement, vraiment, est né ensuite le vol pur et simple et les faux. La dérive de l'appareil de l'État valaisan face au favoritisme, aux combines et à la cupidité de certains est patent. L'affaire Savreau agit comme un révélateur et permet une véritable remise en question d'un mode de fonctionnement aux accents mafieux. L'opposition se doit de saisir l'opportunité de donner un coup de pied dans la fourmilière de l'archi-dominant Parti démocrate chrétien. 21 députés radicaux exigent la tenue d'une session extraordinaire du Grand Conseil pour étudier l'opportunité de désigner une commission d'enquête parlementaire. La session a lieu le 10 octobre 1977. Comme il fallait s'y attendre, bien sûr, ce fut la ruée. À 7 heures du matin déjà, il y avait des gens qui attendaient devant la porte du Parlement. Je crois qu'il aurait fallu tenir les débats sur la place de la Planta si l'on avait voulu permettre à tous les intéressés d'y assister. À un moment donné même, on a dû évacuer un brave citoyen monté aux tribunes pour voir où passaient ses impôts et qui, soudain, tomba évanoui. L'essentiel, bien sûr, de cette session, c'est de créer une commission parlementaire à double tranchant, crever l'abcès en sachant comment tout cela a pu se produire et mettre enfin de l'ordre dans la maison pour que cela ne se reproduise plus. Aucune opposition à la création de cette commission, un brin insolite et historique surtout. Tout le monde en accepte le principe, le gouvernement d'abord dans son message, les députés chargés ce matin de rapporter sur ce dossier et tous les groupes politiques. Les prises de position les plus attendues furent bien entendu celles de l'opposition, notamment des radicaux et des socialistes. François Couchepin tout d'abord, au nom du groupe radical. Cette commission devra pouvoir travailler très librement, dans ce sens que, dans le cadre même de l'investigation qui doit être la sienne, il faudra qu'elle puisse être totalement renseignée sur tous les mécanismes de l'administration, sur tous les contrôles que cette dernière peut faire ou doit faire, sur la manière effective dont cela s'est passé jusqu'ici. À cette seule condition, la Commission pourra faire des propositions raisonnables et intelligentes, tant au Conseil d'État qu'au Grand Conseil. Moins timoré, plus percutant, le socialiste Claude Rouillet donne d'abord, au nom de son groupe, son impression. L'impression saumâtre de siéger au milieu d'un château en ruine. Au-delà des questions immédiates posées par Vernet, Filippini, Pasquinoli ou d'autres, au-delà du formidable tour de passe-passe de Savreau, au-delà de la fantastique combine des glissières de la SPN, qui paraissent s'inspirer autant de Scapin que des Vespasiennes de Topaz, on voit les murailles lézardées du régime. Ces lézardes, il y a longtemps que nous les avions vues. Mais l'on ne nous écoutait pas à l'époque. Ce château en ruine
C'est vous qui l'avez construit, messieurs les majoritaires. La gravité de l'heure, le grondement de juste colère du peuple escroqué, c'est le fruit de la politique concertée des deux partis bourgeois qui siègent au gouvernement. La commission du Grand Conseil travaillera plusieurs mois avant de rendre un premier rapport en mai 1978. Sans révélation fracassante, ce rapport pointe du doigt une sorte de crise de croissance de l'appareil étatique. Ce que la commission reproche, par exemple, au système qui a permis les scandales que l'on sait, c'est le fait, par exemple, que l'État n'a pas réussi à digérer, en quelque sorte, le boom économique dont le canton a été le théâtre ces dernières années. Ce manque de maîtrise d'une situation qui a duré une vingtaine d'années et plus a permis en quelque sorte l'éclosion de toute une série de parasites vivant un peu au crochet du pouvoir. D'où ce favoritisme, ce jeu des influences qui débouchèrent bientôt inévitablement sur les malversations qu'on a connues. Autre remarque capitale de la commission à l'adresse du pouvoir, en quelque sorte, le manque peut-être d'ouverture, d'une sorte de secret d'État qui n'a plus de sens dans le contexte démocratique actuel. Il semble d'ailleurs que la commission a rencontré parfois de sérieuses difficultés, presque de l'obstruction dans l'accomplissement de sa tâche. On ne demande pas que l'État soit une maison de verre, semble s'écrier la commission, les textes sont dans le texte même du rapport, mais en tout cas qu'elle cesse d'être un bunker de béton. En résumé, les auteurs de ce rapport entendent non point tellement faire de nouvelles révélations au chapitre des affaires, mais tiennent surtout à dénoncer le climat qui a permis l'éclosion des scandales que l'on sait ou que l'on ne sait pas encore. Dénoncer et du même coup mettre fin à tout cela. Pendant que l'État du Valais poursuit son introspection forcée et prend des mesures pour améliorer les contrôles et la transparence, du côté de Savreau, on essaye de sauver les meubles. Lorsque le scandale éclate, l'entreprise a déjà perdu des plumes. Les affaires ne sont plus aussi florissantes qu'au début de la décennie et il a bien fallu réduire la voilure. Mais Savreau compte tout de même plus de 200 collaborateurs dont on espère pouvoir sauver les emplois. Dès l'annonce de l'arrestation d'André Filippini, le Vaudois Philippe Anchaud assume la direction par intérim. Brigadier à la retraite, Anchaud est entré récemment au conseil d'administration de Savreau. Il apparaît comme un homme neuf au sein de l'entreprise, un gestionnaire au-dessus de tout soupçon. En fait, cela fait des années qu'il côtoie André Filippini, depuis qu'ils ont soutenu ensemble la candidature de Sion pour les Jeux Olympiques d'hiver. Malgré l'éclatement de l'affaire, qu'il qualifie d'accident, Anchaud se montre confiant dans la capacité de résilience de Savreau dans une interview accordée à Édouard Guigaud le 31 août 1977. Je pense qu'on pourrait craindre très fortement pour l'entreprise Savreau si son président n'avait pas eu la bonne idée, depuis des années déjà, de structurer l'entreprise d'une manière détaillée, efficace, valable. Nous avons des cadres de très bonne qualité. J'ai été appelé moi-même cette nuit à remplacer M. Filippini. J'ose espérer que je serai capable de faire du bon travail à la tête de cette entreprise. Nous avons de l'excellent personnel, nous avons d'importants travaux en cours, la situation de la société est saine, et en dehors de tout ce qui nous peine dans cette affaire, je n'ai pas de raison de douter que l'entreprise soit solide et qu'elle fera face à ses engagements d'ordre matériel, moral et financier. Est-ce qu'on doit s'attendre rapidement à d'autres arrestations, pensez-vous? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que le conseil d'administration de Savreau, dès le début, a ouvert les portes de l'entreprise, mis tous les documents possibles à disposition et a déclaré cette nuit encore que son souci premier serait de fournir aux enquêteurs toute l'aide possible pour que la lumière soit faite. Parce que, quelles que soient les réalités qui nous attendent demain, si dures qu'elles puissent être, nous sommes absolument décidés à la regarder en face. Pour redorer l'image de Savreau et relancer les affaires, Anchaud décide de réaliser un vieux rêve de Filippini, faire participer le personnel à la direction de l'entreprise. Il détaille son plan au micro d'Édouard Guigaud le 28 octobre 1977. La famille Filippini, le conseil d'administration de Savreau ont décidé de remettre au personnel, au cadre et au personnel 80% des actions de la société. De ce 80%, 30% sera donné. La partie qui doit être ou qui sera achetée le sera à des conditions qui seront fixées d'un commun accord entre les intéressés et la famille Filippini. C'est dire que
ceux qui animent la société et ceux qui la font vivre de leur travail, de leur peine, de leur transpiration, seront véritablement maîtres à bord à raison des 4/5 de la société, c'est-à-dire totalement en fait. Ce qui restera, 20%, deviendra la propriété, ou demeurera la propriété des enfants Filippini. Et la dimension même de ce changement, son importance, me paraissent mériter un peu d'intérêt. Est-ce que vous étiez acculé à prendre une telle décision? Acculé, non. Je ne pense pas que nous pouvons dire qu'on peut admettre que nous étions acculés. Par contre, il est certain qu'il était nécessaire de faire quelque chose, de modifier certaines choses. Il faudra d'ailleurs aussi renoncer à ce nom, à regret, malgré tout ce qu'il peut signifier de constructif à côté de ce qui a été mauvais. Le nom de Savreau ne pourra, je pense, pas être conservé. Par contre, ce qui sera conservé, c'est l'esprit de ceux qui l'animent. Ce sont ceux qui y travaillent, qui y ont travaillé depuis très longtemps, pour d'aucuns, plus de 20 ans. Et ce sont les 300 places de travail que cela signifie. Tout cela nous permet d'être optimistes. Malgré la ferme opposition des syndicats, inquiets de la santé réelle de l'entreprise, les ouvriers entrent en matière sur cette proposition. Mais bien vite, ce que le Nouvelliste qualifie d'option d'avant-garde se révèle n'être qu'une illusion. Savreau est surdimensionnée, couverte de dettes et n'a plus de fonds propres. Le dépôt de bilan est inévitable et intervient juste avant Noël. Pour André Filippini, la pilule est amère et les causes de la débâcle toutes désignées. C'est à la jalousie suscitée par sa réussite qu'il attribue sa perte. Comme il le relevait déjà en 1972, le succès amène des amis, mais aussi beaucoup d'ennemis, et ces derniers ont fini par l'avoir. Savreau liquidé, ce n'est pas la fin des ennuis pour ses anciens dirigeants, ni pour les fonctionnaires impliqués dans ces affaires frauduleuses. L'enquête du juge Franzé se termine en juillet 1978, et l'on découvre à cette occasion qu'Anchaud, le directeur par intérim de Savreau, se retrouve dans une situation délicate. Il a été ajouté à la liste des prévenus pour avoir participé à la destruction de près de 2 tonnes de documents au cours de l'été précédent. C'est un procès d'envergure qui s'ouvre à Sion le 5 mars 1979. 9 accusés répondent de plusieurs actes d'accusation. Il y a l'affaire des bons facturés à double, il y a celle des glissières de sécurité, la destruction de documents, et un 4e acte d'accusation portant sur l'importation de motos, peintures et accessoires et qui ne concerne pas directement Savreau. Soulignons au passage que c'est le juge Franzé qui préside le tribunal, celui-là même qui a instruit l'affaire, comme le veut la procédure pénale valaisanne de l'époque. Le 2e jour du procès permet d'y voir un peu plus clair dans les relations qui liaient les différents accusés et les mécanismes qui leur ont permis de s'enrichir sur le dos de l'État. François Dayer livre son compte-rendu dans le journal de midi de la radio romande. Bien après avoir planté le décor dans lequel s'est déroulée cette sombre histoire, après le tour d'horizon juridique d'hier, le procureur général Pierre Antonioli entrait ce matin dans l'analyse des faits, en commençant par la destruction et la dissimulation des archives comptables. C'est au mois de juillet déjà, avant l'ouverture de l'enquête pénale, que Jean Vernet avisait André Filippini des vérifications en cours dans son service, vérifications qui pouvaient amener la découverte des factures payées à double. Il s'agissait alors d'effacer les traces de ces opérations. C'est l'été, André Filippini est à Gozzano en Italie, où Anchaud, l'homme de confiance, lui rend visite. Que se passe-t-il alors exactement entre ces 2 hommes dans une discussion où Philippe Anchaud apprendra l'existence d'irrégularités commises? Ce qui est sûr et ce qui a été démontré non sans difficulté par l'enquête, c'est que Philippe Anchaud donne par téléphone au directeur administratif de Savreau la fameuse phrase code, entre guillemets, « J'ai rencontré hier monsieur Untel, les choses vont dans le sens désiré », un mot qui donne le signal de la destruction des archives. Toute une autre partie des documents intéressants que le juge finira par retrouver est dissimulée chez le beau-frère de Filippini à Lausanne, des documents qui seront précieux pour la suite des investigations de M. Franzé. Dans l'affaire des bons rouges, la vérité est encore plus difficile à établir dans le détail. Les employés de Savreau n'apparaissent que comme de simples exécutants, de simples comparses, même si matériellement c'était le comptable qui établissait les factures fictives sur ordre de Filippini, à qui Vernet remettait les bons et donnait les indications qui devaient figurer sur les factures. En fait, le procureur présente Vernet comme le partenaire idéal de Filippini, car le voyer cantonal réunissait toutes les conditions pour réussir l'affaire des bons.
Mais Vernet est sans doute le prévenu le plus coriace, niant tout en bloc, accusant Pasquignoli et Filippini de mensonges, allant jusqu'à laisser planer le doute sur ses collègues du service d'entretien, que les écoutes téléphoniques, heureusement, ont permis de blanchir totalement. Bref, un tissu de mensonges contre toute vraisemblance, dira M. Pierre Antonioli, de la part de ce fonctionnaire dont les finances ont accusé tout à coup des gonflements bizarres. Et puis, autour du rôle de Jean Vernet, que chacun avant cette affaire considérait comme un honnête homme, le procureur exécute une sorte de tableau d'ambiance particulièrement relevé, où les protagonistes s'accusent mutuellement d'avoir touché plus ou moins d'argent, se contredisent à chaque pas sur leurs contacts, sur leurs rencontres. On parle même de menaces de boycott de la part de Vernet si Filippini n'entre pas dans son jeu, d'un Pasquignoli qui distribue des pastilles calmantes en incitant Vernet au calme et au silence, avec pour compléter le tableau un Philippe Anchaud qui joue le rôle du confident discret, ce qui l'amène d'ailleurs à répondre de faux témoignages pour n'avoir pas chargé Filippini. Dans l'après-midi, ce sont les mécanismes de l'affaire des glissières qui sont dévoilés et que Pascal Thur résume dans le journal du soir. Où que vous alliez en Valais, vous découvrez ces kilomètres de glissières sur les routes de montagne, fort bien placées d'ailleurs. Il y avait là un filon à exploiter. Le seul ennui, c'est que l'État du Valais tenait à ce que ces glissières soient livrées par une entreprise du canton pour favoriser le commerce local. C'est ainsi que le trio, Filippini, Vernet, Pasquignoli, mirent en place une étrange société, la fameuse SPN, qui livrait effectivement des pierres naturelles, mais qui se lança bientôt clandestinement dans le trafic de glissières importées par wagons entiers d'Italie. Tout cela permit à Filippini, Vernet, Pasquignoli d'escroquer durant des années l'État. Cela a été d'autant plus facile pour Maurice Pasquignoli, capitaine dans la police cantonale, et Jean Vernet, chef de l'entretien des routes, puisqu'ils étaient tous deux membres de la commission cantonale de signalisation et de circulation routière, où ils faisaient pratiquement la pluie et le beau temps. Le trafic marche si bien que chaque année, Filippini, qui était à la tête de cette société fantôme, convoque chez lui ses deux compères pour leur remettre, rue des Collines, une petite enveloppe non cachetée contenant une liasse de billets de 1000. Quel bon type que ce Filippini, dira un jour Vernet. Chaque année, Filippini ainsi convoque ces deux hommes pour ce qu'on appelait un transport spécial, ce qui fera rire un peu la salle. Les enveloppes se suivent, on se partage toujours le magot, participation aux bénéfices, dira simplement Filippini. Et l'on voyait de saison en saison les glissières fleurir un peu partout en Valais. Les chefs de Pasquignoli ne cesseront de louer son zèle, ses qualités professionnelles, qualités incomparables, dira le commandant de la police cantonale, trompé lui aussi comme tout le monde. L'État, content du travail de ces deux fonctionnaires, versera près de 5 millions pour ces glissières, 4 782 000 exactement. Et Filippini réussira même à rouler ses deux associés en versant 400 000 francs à chacun d'eux et en gardant finalement 800 000 francs pour lui. Ce sont des chiffres qui vont stupéfier la salle. L'enrichissement approche finalement des 2 millions. La défense tentera de faire déduire les frais de la société. Le procureur se refuse. Si un gangster fait un mauvais coup, on ne va tout de même pas lui déduire le prix de la mitraillette, dira le procureur. Les peines requises par le procureur Pierre Antonioli sont annoncées dans la soirée. 7 ans de prison pour Filippini et 7 ans et demi pour Vernet et Pasquignoli. Les autres peines requises s'échelonnent entre 3 ans ferme et 4 mois avec sursis. Les jours suivants sont consacrés aux plaidoiries des avocats de la défense. Les défenseurs des fonctionnaires tentent de minimiser la participation de leurs clients et de faire endosser le maximum de responsabilités au PDG de Savreau. Le 8 mars, c'est au tour des défenseurs de Filippini de plaider. 1h30 avant l'ouverture des débats, la foule piétinait sur les pavés du Grand Pont. Maître Michel Nonceau plaida durant 3 heures de façon surprenante. Il est possible que du côté du tribunal, du côté des autres défenseurs, du côté de l'accusation, on n'ait pas la même vision des choses, mais côté salle, je vous assure, c'était prenant. « Je défends André Filippini », s'est écrié d'entrée Maître Nonceau. Un homme hier encore adulé, flatté, aimé. Aujourd'hui, abattu, ruiné, fini. Puis, jetant un regard sur la grande fresque qui domine la salle du Grand Conseil, une fresque où éclate le drapeau valaisan, Maître Nonceau secoua de nouveau le prétoire en disant « Ce fanion aux 13 étoiles a été avili, déchiré, bafoué, on le reconnaît. » Vous imaginez tout de suite l'ambiance. Selon la défense, il y a un grand absent dans ce procès, l'affairisme, la gangrène de l'affairisme qui a atteint dans ce canton les meilleurs. Le coupable, s'écrit Maître Nonceau, il est là, c'est l'affairisme. Tout est calcul, tout est profit dans les temps que nous vivons. Maître Nonceau décrit alors Filippini comme bâtisseur, Filippini le généreux, généreux envers les humbles, les petits, et il ajouta, lorsque cette générosité s'est adressée à de plus grands, elle a porté un autre nom.
Maître Nanceau attaque alors le dossier pièce par pièce. Les glissières d'abord. Pas d'escroquerie pour Filippini. Liberté de commerce. La société de Filippini, la fameuse SPN, était moins chère que la concurrence. La corruption alors. Maître Nanceau s'arrête. Je ne plaiderai pas l'implaidable, dit-il. Vous admettrez ce crime, messieurs les juges. La double facturation, c'est Vernet, l'homme de l'ombre, qui a commencé. Lorsque Vernet propose ce que Maître Nanceau appelle l'horrible machination à Filippini, Savreau livre alors à l'État chaque année le quart de sa production. Filippini est acculé, il accepte. Et Maître Nanceau, se tournant vers Jean Vernet, dira « Je vous accuse, Jean Vernet. Vous avez fait en 1973 d'André Filippini un escroc. » L'avenir de Filippini est derrière lui, dira en conclusion Maître Nanceau. Il a déjà expié, il est ruiné, malade, fini, il a perdu Savreau. Peut-on aller plus loin dans l'expiation? La mort peut-être, dira Maître Nanceau, et il termina sur ces termes. J'attends de vous une énorme clémence. Il n'y aura pas de clémence. Après 10 jours de délibération, le juge Franzé condamne les 3 principaux accusés à 8 ans de réclusion, des peines plus lourdes encore que celles requises par le procureur. André Filippini est sous le choc. Près de 30 ans après, dans l'émission Chemin de terre de Jean-Marc Falcon-Bello, il assure ne toujours pas comprendre la peine à laquelle il a été condamné. Le sens, je ne l'ai encore jamais compris aujourd'hui. Le pourquoi d'une condamnation comme ça, alors qu'ils avaient tout en main pour savoir... on m'a tué, si vous voulez, on m'a fusillé, voilà. Quand vous êtes pris dans cette tourmente avec des gens comme j'ai eu ici, le tribunal en Valais, je ne les ai jamais vus au monde, dans aucun pays. Ça, je suis certain. Et vous n'avez toujours pas compris pourquoi, finalement, il vous est arrivé ça? Non, je n'ai pas compris. À sa sortie de prison en 1983, l'homme du boom est ruiné. Sa femme l'a quitté. La plupart de ses anciens amis lui ont tourné le dos. Il n'a plus rien. La sortie avec ma valise, c'était la plus terrible, parce que j'avais rendez-vous chez ma mère le soir, je sais pas, c'est écrit. Et puis je devais aller dans la propriété de la famille à Cran. Ma mère devait me donner la clé. C'est une magnifique propriété à Cran à l'époque. Et puis, je ne savais pas où aller. Hein. Puis j'ai mangé avec elle, avec une autre tante. Et puis vers 9h, comme elle était déjà âgée, ma mère, je lui demande la clé. Puis elle a commencé à s'effondrer. André, j'ai pas la clé, on me l'a prise. J'ai compris. Alors j'ai téléphoné à une connaissance à Genève. C'était 9h, 9h15 le soir. J'ai dit, voilà mon cher, ce qui m'arrive, je sors de prison cet après-midi, et puis je ne sais pas où aller. Puis il me dit, André, pas de problème, je téléphone moi à Randogne, j'ai un appartement. La concierge, tu montes, elle t'attend devant. C'est comme ça que je suis resté quelques semaines, quelques mois à Randogne. Après ce coup de pouce initial, André Filippini va reconstruire sa vie tout en restant éloigné du monde des affaires. Il trouve du travail, se remarie et goûte aux joies d'être grand-père. En 2005, il publie sa version de l'affaire dans un livre autobiographique nommé « Le tourbillon de ma vie ». Au-delà des destins bouleversés des principaux protagonistes, au-delà de l'émoi suscité par le scandale, on peut se demander si l'affaire Savreau a réellement modifié les rapports entre le monde politique et le monde économique en Valais. Dans les années qui ont suivi l'affaire, le canton s'est doté d'une loi sur la gestion et le contrôle administratif qui donne des pouvoirs accrus au Parlement et à l'inspectorat des finances, mais l'éclatement de l'affaire Dorsa dans les années 1990 montre que tout n'a pas été résolu. On découvre alors que Jean Dorsa, promoteur et représentant de la Banque cantonale du Valais à Fuilly, a fait perdre près de 130 millions de francs à l'établissement financier lié à l'État. Mais surtout, on découvre qu'il a été largement couvert par la justice. Une nouvelle fois, le système a permis de dissimuler les agissements frauduleux d'un puissant homme d'affaires. Une nouvelle fois, on pointe du doigt l'hégémonie du Parti démocrate chrétien que dénonçait déjà Maurice Chappat suite à l'affaire Savreau. Depuis lors, le PDC est en perte de vitesse dans le canton.
Si bien que le journal 24 heures croit pouvoir annoncer, au tournant du 3e millénaire, la fin de la République des copains. Une prédiction peut-être un poil optimiste. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 Archives. 1001 Archives est un podcast produit par les archives de la RTS, écrit par Aurélie Roulet, réalisé par Rodolphe Beauchot, avec la voix de Sophie Richard. Retrouvez toutes les archives que vous avez pu entendre au cours de cet épisode sur notre site web rts.ch/archives. Le podcast est disponible sur Play RTS, YouTube, Apple Podcast et les plateformes de streaming audio. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille tout particulièrement celui de septembre 2020 qui raconte une autre histoire valaisanne, l'affaire des Vignes Maudites.